Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez bien Tribune Presse, votre émission qui se penche sur l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Ahmed Ba. Pierre Ahmed, vous êtes docteur S anthropologie. Vous intéressez aussi aux sciences politiques, bien entendu. Pierre Ahmed, bonjour. Bonjour. Avec nous également un journaliste togolais, Jean-Paul Agbo Ahouelete. Vous êtes le directeur de publication du bimensuel Focus Info et du site focusinfo.net. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment vous vous sentez au Sénégal? Très bien, très bien. Mais bien. l'actualité, la dernière en date, hein, Pierre, je vais peut-être m'adresser à vous, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Une diffusion d'un élément du fils du président équato-guinéen, Théodoring Obiangema qui débouche dans des convocations. Probablement. Vous avez un point de vue par rapport à ça? Oui, très certainement, parce que bon, quand il y a un élément comme ça qui passe à la télé, je pense que la première réaction des services de renseignement, des services de sécurité, c'est d'essayer de passer à ce qu'on pourrait appeler un débriefing. Donc appeler déjà la personne, savoir quelles sont ses connexions, dans quelle mesure est-ce que cet élément est arrivé au Sénégal, quels sont les objectifs, parce que en fait c'est une question sécuritaire et vous n'êtes pas sans savoir que M. Théodore Obiangema est depuis longtemps sous les feux de la rampe et que je pense que ça n'ira pas plus loin que ça. Je pense que c'est un débriefing. Bon, après, maintenant, je pense que si tout est il n'y a pas péril en la demeure. Pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Alors, le concerné, c'est Bougane Gueye Dany, qui considère que c'est un non-événement, donc pas besoin d'en parler, raison pour laquelle peut-être nous n'avons pas pu le joindre, et ce sont ses raisons, il sait pourquoi. Je suis avec vous, Pierre Agbo. Cet élément, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, disons que vous avez parlé de cette convocation. Le Sénégal a toujours été un modèle en matière de liberté de la presse pour beaucoup de pays africains, y compris le Togo. Donc, je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier la diffusion de cet élément et les raisons qui ont poussé la DIC, vous avez parlé de la DIC. La division des investigations criminelles. A convoqué le confrère, mais je pense que tout ce qui peut paraître comme une entrave ou une atteinte ou une pression sur la presse n'est pas acceptable. Maintenant, je ne dispose pas de toutes les informations entourant cet élément pour porter une juste appréciation. Mais l'élément, vous l'avez suivi justement? J'ai suivi en partie ce qui a été diffusé. Disons que le vice-président équato-guinéen s'est mis en scène pour dénoncer ce qu'il appelle un complot occidental contre sa personne. Personnellement, j'ai trouvé que l'élément n'était pas opportun, la mise en scène n'était pas bien ficelée et je crois qu'il s'est mis davantage en danger à travers cet élément-là. Et puis, sur le fond de l'affaire, il n'a pas apporté beaucoup d'éléments qui puissent emporter finalement l'adhésion, la conviction des téléspectateurs que nous sommes. Je crois que l'histoire des biens mal acquis ne peut pas se résumer simplement au néocolonialisme, à la volonté des Occidentaux. Peut-être que avec le temps, on verra bien ce qu'il y a. En tout cas, il est en train de lancer un combat. Il parle de combat de l'Afrique, combat de ceci et de cela. Vous l'avez quand même suivi, hein? Alors, est-ce que vous vous sentez impliqué justement dans son appel? C'est un appel, hein? Personnellement, non. C'est vrai que tout ce qui peut sembler être, comment dire, la lutte pour une vraie indépendance touche tous les Africains. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt, on est dans le délit, on est dans l'infraction, on est dans le pénal. Donc, je ne me sens pas personnellement concerné par cette affaire. Pour autant, je ne dis pas que les accusations contre le vice-président équato-guinéen sont fondées, parce que je ne dispose pas d'éléments, mais je trouve que faire de ce combat un combat continental africain, je crois que c'est un peu exagéré de sa part. Alors Pierre Ahmed Ba, Théodoring, il exagère pas un peu là, à votre avis? Non, mais je trouve qu'il a parlé de pas mal de choses qui sont intéressantes. Je veux dire, le néocolonialisme, c'est un débat, mais ce qui est un peu mal placé, c'est d'amener justement ce débat du néocolonialisme, du panafricanisme contemporain, justement sur une histoire personnelle. Les gens ne se servent de l'Afrique que quand ils en ont besoin, mais au-delà de cela, je pense qu'ils sont plus occupés par leur intérêt personnel et par leur propre carrière politique. Donc je pense que on ne dupe personne ici et nous comprenons très bien. Maintenant, qu'ils veuillent aider les panafricanistes, c'est bien. Qu'ils veuillent se battre contre le néocolonialisme, c'est bien.
Mais s'il faille se défendre pour ce qui lui est reproché personnellement, je pense que c'est pas avec des éléments comme ça qu'on y arrive. Et je pense même que la diffusion de cet élément est inopportune dans la mesure où je vois pas directement quel est l'intérêt pour les Sénégalais de s'affilier. C'est de l'information aussi, hein. Vous savez, une information où elle est opportune ou inopportune, mais c'est justement le caractère inopportun peut-être de cette affaire-là qui fait aujourd'hui que votre directeur est convoqué à la DIC. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que justement parce que c'est opportun, que en réalité, il faut débriefer, il faut savoir quel est l'objectif visé. Parce que je veux dire, là, on dépasse le cadre de l'information, on est peut-être dans la persuasion. Et on est plus dans la persuasion que dans l'information. Donc je veux dire, aussi, il ne faut pas sous-estimer. Il faut dans la communication, voilà, pas de l'information. Non, c'est à la communication. Là. Carrément. Alors, quand on parle de bien mal acquis, Pierre Ahmed Ba, le Sénégal est quand même dans cette logique. Hein. Aujourd'hui, la question, à quel niveau elle se trouve, à votre avis? Vous avez suivi le développement de l'actualité? En réalité, il y a eu un développement de l'actualité, bien sûr, mais il n'y a pas eu de développement en tant que tel sur la traque des biens mal acquis. Je pense que je l'avais dit, il me semble l'avoir dit ici, sur ce plateau, dès le départ, que cette affaire était politique. Aujourd'hui encore, on se rend plus compte que cette affaire est plus que jamais politique. Mais comment? Et dans la mesure où la deuxième mise en demeure les décrédibilise totalement. Et puis, c'est la première fois qu'on voit dans l'histoire en fait, le ministère public, ou on va dire la défense, devenir partie civile, ou la partie civile qui devient... on est dans un imbroglio et on n'arrive pas à nous expliquer cela. Je pense que dans cette histoire de traque de biens mal acquis, dans la recherche de l'originalité, on s'est retrouvé dans une sorte de paradigme. Le Sénégal est géré dans un paradigme aujourd'hui, et ce paradigme, c'est de l'original au ridicule. Hein? Donc, on commence par la recherche de l'originalité, on se retrouve dans le ridicule. Je pense qu'aujourd'hui, il est quand même temps pour les Sénégalais de se rendre compte que nous sommes tous en danger du point de vue juridique. Ah bon? Et je le dis, je pèse bien mes mots. Pourquoi je le dis? Parce que je pense on est arrivé à un moment où soutenir aujourd'hui et se battre contre l'impunité est devenu un devoir pour tout un Sénégalais. Je ne parle pas de soutenir Karim Wade, Thierno Ousmane Sy, Cheikh Diallo et bien d'autres personnes qui n'ont vu Karim à moins 1 mètre près qu'en prison. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette histoire-là, je pense que le gouvernement en tant que tel s'en est rendu compte, et ce qui me le fait dire aujourd'hui, c'est Mimi Touré, qui est aujourd'hui Premier ministre. Je pense que... oui, mais c'est une promotion, ça veut dire qu'elle a bien travaillé. Je ne pense pas justement que ce soit une promotion. Je pense que c'est mauvais pour elle. Je pense que en réalité, c'est fini pour elle. Ah bon? C'est fini pour elle. Après Premier ministre, vous allez être quoi? Le président de la République, pourquoi pas? Alors, Jean-Paul Agbo, la traque des biens mal acquis, c'est une actualité hein, qui est en vogue au Sénégal. Vous avez évoqué le point par rapport à Théodorine. Alors, au niveau du Togo, alors comment on appréhende un peu cette histoire? Pas une chasse aux sorcières, non? Un peu. Je crois que c'est une vraie question, c'est un vrai débat, puisque ça fait partie de la mauvaise gouvernance qui a eu lieu en Afrique depuis plusieurs années et dans beaucoup de pays, et qui véritablement impacté l'économie de ces pays. Donc c'est un combat que pas seulement la classe politique, mais toute la ville devra mener. Mais il faut faire attention, la frontière mince entre finalement la traque des biens mal acquis et les règlements de compte politique. C'est l'impression que nous avons aujourd'hui par rapport à l'affaire Karim Wade, notamment parce que je crois que ça doit être un mouvement d'ensemble. Or là, aujourd'hui, on a l'impression que ça ne concerne qu'une partie finalement de la classe politique, et ce n'est pas pu à un moment donné faire preuve de légèreté à l'égard des biens publics. Mais véritablement, c'est un combat que les Africains doivent mener, surtout la société civile, parce que je crois que surtout au Sénégal, on a une société civile assez importante et assez dynamique, et si elle peut contribuer effectivement à travers cette politique qui est menée à faire en sorte que
les biens publics restent publics et que les Mais est-ce que c'est facile aussi, vous savez? Non, mais même dans les grandes démocraties, c'est pas évident. C'est un combat permanent, c'est un combat perpétuel. Ce n'est pas facile de faire la différence, surtout ceux qui dirigent les pays, de faire la différence entre les biens publics et les biens privés. Mais la société civile doit être là comme des sentinelles pour dénoncer le cas échéant, parce qu'on confond justement ces biens publics. Encore qu'il va falloir définir c'est quoi la société civile, Pierre Ahmed Ba. Vous ne pensez pas que la question elle est pertinente? Oui, la question est très pertinente. Au Sénégal, tout le monde est société civile, donc je veux dire. Non, mais vous savez, je disais tout à l'heure qu'on était dans le ridicule, et heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que sinon on serait tous décimés, je pense. Au Sénégal, il y a depuis peu et pendant longtemps ce que j'appellerais un pêle-mêle, hein, donc dans au niveau de la vie publique, on a vu des intellectuels transformer leur stylo en tube digestif. On a vu. Vous en connaissez, vous? Mais bien sûr. Non, et ce n'est ni le lieu, ni le moment. Ne parlez pas de d'en parler, s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait croire au peuple sénégalais qu'on se battait pour lui. On a fait croire à la population qu'on se battait pour elle. On a porté tant de combats, tant de discours, tant de balivernes, entre autres aussi, pour arriver au pouvoir. Et une fois que ces gens sont installés au pouvoir, ils s'occupent de tout, mais sauf des préoccupations des Sénégalais. Et je pense que ça, c'est quand même déplorable à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Sénégal, ça ne tourne pas, tout le monde le dit, c'est devenu, même les oiseaux le chantent, et nos dirigeants ont du mal à accepter ce discours. Et ils sont réduits à quoi? Le Premier ministre est réduit, Madame le Premier ministre s'en est réduite à nous dire il faut être patient et il faut prier. Je veux dire, on n'en est pas là. On n'a pas élu Dieu à la place de... Non, mais c'est vrai, on n'a pas élu Dieu. Nous sommes tous des croyants. Nous sommes tous des croyants. C'est une affaire personnelle et individuelle. On prie Dieu. Chacun essaie de régler ses problèmes avec Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a élu un président. On a élu un président de la République qui a nommé un premier ministre, qui a nommé un gouvernement. Et je pense que il est de leur devoir aujourd'hui. Il est de leur devoir de donner des réponses cohérentes et satisfaisantes aux besoins et attentes de la population sénégalaise. On ne leur demande pas de nous demander de prier et d'être patient. Si on pouvait être patient, je pense que Wade serait encore à sa place. On a fait partir Wade parce que nous n'en pouvions plus. Ils sont là et depuis 1 an et demi. Et j'ai même l'impression à la longue de me répéter. J'ai l'impression que le discours, il est le même partout. Et alors, si ces gens-là ne se rendent pas à l'évidence, il va falloir que le peuple sénégalais arrive à définir ce sur quoi il est intraitable. Mais attends, mais Madame Mimi Touré, dès son arrivée à la primature, a parlé et a été claire. Je suis venu pour accélérer les choses. Vous n'êtes pas convaincu, apparemment? Mais je n'ai jamais été convaincu. C'est ça la question fondamentale. De Mimi Touré, du président de la République ou du système tout entier? Du système. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas convaincu du système et je pense que il y a de nombreux Sénégalais qui, comme moi, ne sont pas convaincus ni satisfaits. On a commencé par faire de la traite des biens mal acquis une demande sociale. Aujourd'hui, c'était pas le cas, non? C'était pas une demande sociale. On se rend compte de la vraie demande sociale. Vous savez ce dont a besoin le peuple sénégalais? Le peuple sénégalais a besoin d'eau. Il n'en a pas. Le peuple sénégalais a besoin d'électricité. Il peine à l'avoir. Le peuple sénégalais a besoin de santé. Il peine à l'avoir. Le peuple sénégalais a besoin d'éducation. Il peine à l'avoir. Le peuple sénégalais a besoin d'économie. D'économie. Il n'y a pas d'économie. Vous savez, en Wolof, on dit Khalis. Traduction? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur quoi sommes-nous intraitables? Vous savez, je vais procéder à un petit rappel. En 2007, Tanor Dieng a parlé du peuple sahraoui. Tanor Dieng, chef de parti politique, a parlé de la question sahraoui. Le Maroc, intraitable sur cette question, a procédé au rappel de son ambassadeur. La France est intraitable sur la francité. Les États-Unis sont intraitables sur la sécurité. Mais sur quoi, nous, Sénégalais, sommes-nous intransigeants? C'est ça la question fondamentale.
Si nous pouvons accepter de mourir de soif, de mourir de faim, de mourir de maladies à la limite bénignes, si nous pouvons accepter de nous suicider quotidiennement, eh bien tant mieux. Si nous ne pouvons pas l'accepter, nous devons agir. D'accord, on a besoin d'eau, d'électricité, le gouvernement a du pain sur la planche, c'est ce que vous voulez nous expliquer? Et pour l'instant, vous ne voyez encore rien. Justement, Jean-Paul Agbo a l'été. Alors, pour revenir sur cette question quand même, la question quand même de l'instabilité gouvernementale en Afrique, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité parce que les attentes sont immenses. Si on prend le cas du Sénégal, je crois que le président Macky Sall a été élu sur le thème justement de la rupture et puis surtout des attentes sociales. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à écouter beaucoup de Sénégalais, les attentes ne sont pas encore comblées. Il y a une certaine déception. Mais pour ma part, je pense qu'il est trop tôt, après 1 an et demi, quand même, de tirer des conclusions définitimes. Enfin, c'est l'opinion de l'étranger qui connaît. On peut faire de la météo aussi, hein. Oui, on peut faire un bilan à mi-parcours. Mais c'est surtout les actes qui sont posés, les jalons qui ont été posés jusque-là. C'est peut-être par rapport à ça qu'on peut juger l'action qui est menée aujourd'hui, mais globalement, je crois que 1 an et demi, c'est un peu trop tôt pour porter une opinion définitive sur la politique qui est menée par le président Macky Sall, puisque j'ai cru savoir que finalement il y a des décisions qui ont été prises, notamment avec l'augmentation du salaire, la revalorisation des pensions de retraite, la réduction du prix d'un certain nombre de denrées, le riz, le ciment, tout ça. Je crois que ça ne suffit pas, ça ne construit pas une politique en tant que telle pour répondre aux ententes immenses en matière sociale. Mais je crois qu'il faut lui laisser le temps de s'installer et puis de prouver finalement au bout de son mandat. Mais justement, est-ce que les présidents africains ont du temps? Non, aucun président n'a le temps, puisqu'ils viennent souvent sur la base d'un contrat, sur la base d'un programme. Mais ils promettent beaucoup de choses, tout en sachant très bien qu'ils n'arriveront pas à réaliser, ne serait-ce finalement, on n'a que des politiciens à la tête de Oui, c'est pour ça que quand ils arrivent, ils adoptent des mesures plutôt symboliques comme la traque des biens maquis, qui marquent, mais qui n'est pas la vraie politique attendue par les citoyens. Mais apparemment, ça a été considéré comme une demande sociale aussi, hein, la traque des biens mal acquis. Juste pour dire qu'il y a un confrère aussi qui, dans cette traque-là, Cheikh Diallo, qui est aujourd'hui à Rebeuss, c'est juste une information, un confrère, et vous savez un peu ce que ça peut faire, qui se retrouve aujourd'hui à Rebeuss. Peut-être parce que c'est tout simplement l'ami de M. Karim Wade. Alors ça aussi, c'est un problème de fond. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de chasse aux sorcières. Il ne faut pas que finalement, derrière cette traque de biens mal acquis, se cache en réalité des règlements de compte politiques, parce que le pouvoir qui est là actuellement n'est pas éternel. Après, on peut avoir alternance, et si le pouvoir qui succède au pouvoir actuel aussi commence à faire des règlements de compte, donc c'est un cercle vicieux qui ne permet pas au pays d'avancer, d'aborder les vrais enjeux, les vrais défis, notamment en matière sociale. Alors, Pierre Ahmed-Ba, un dernier mot sur la question, sur tout ce que nous avons dit aujourd'hui, mais quand même, vous semblez multiplier par 0 les efforts du gouvernement. Mais on a vu le Premier ministre, Madame Mimi Touré, Aminata, lancer quand même une opération contre les inondations. Alors, est-ce que ce n'est pas symbolique quand même? Vous savez, Fabrice, le simple fait que vous ayez utilisé le mot « effort » est symptomatique. Ah bon? Vous avez dit, vous semblez minimiser les efforts. Mais à partir de quel moment fait-on des efforts? On fait des efforts quand on atteint ses limites. Et je pense que le gouvernement, justement, a atteint ses limites objectives. Non, mais c'est vrai. Mais Jean-Paul est actuel. Effectivement, on fait des efforts à partir du moment où on atteint ses limites. Le simple fait que vous dites, vous semblez minimiser les efforts du gouvernement, mais il peine à apporter des solutions. Ne me prenez pas au mot, là. Je pense, il est devenu aujourd'hui évident que ce gouvernement-là n'a pas d'orientation stratégique.
au-delà d'une explication policière de l'histoire contemporaine, je pense que cette histoire de traque des biens mal acquis ne mènera nulle part. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit, je le redis encore aujourd'hui. Ça nous mènera nulle part, dans la mesure où je pense qu'ils n'ont pas utilisé les bonnes procédures. Je ne suis pas convaincu que ce que l'on reproche à ces gens-là procède d'une certaine réalité. Je ne suis pas convaincu. Donc j'attends qu'ils soient face à un juge, qu'un jugement soit rendu, parce que je sais que nos juges sont assez responsables aujourd'hui pour ne pas servir de coup d'éperon à une certaine classe politique. Alors, ce gouvernement aujourd'hui pose énormément de questions aux Sénégalais et je voudrais qu'on fasse très attention parce que nous commençons à arriver à bout de souffle. Et comme on dit en Wolof, kuy bëgg a dee wekku. D'accord. Alors, juste vous montrer un élément, suivons justement un élément, c'est monsieur le directeur général de la SDE qui faisait une conférence de presse. Dès que cette fuite a eu lieu à la sortie de notre usine, nous avons très rapidement procédé à l'isolement des conduites, c'est comme ça qu'on le dit dans notre jargon. Les manœuvres pour remettre l'usine se feront en début de soirée et nous pensons donc démarrer au plus tard à 21h l'usine, ce qui est l'année, Inch'Allah, afin qu'on commence à monter, à redémarrer toutes les installations. Il faut dire ici que la distribution se rétablira progressivement dans la nuit du mardi à mercredi, et notamment dans les zones basses. Dès que cette fuite a eu lieu à la sortie de notre usine, nous avons très rapidement procédé à l'isolement des conduites, c'est comme ça qu'on le dit dans notre jargon. Les manœuvres pour remettre l'usine se feront en début de soirée et nous pensons donc démarrer au plus tard à 21h l'usine, ce qui est l'année, Inch'Allah, afin qu'on commence à monter, à redémarrer toutes les installations. Il faut dire ici que la distribution se rétablira progressivement dans la nuit du mardi à mercredi, et notamment dans les zones basses. Dès que cette fuite a eu lieu à la sortie de notre usine, nous avons très rapidement procédé à l'isolement des conduites, c'est comme ça qu'on le dit dans notre jargon. Les manœuvres pour remettre l'usine se feront en début de soirée et nous pensons donc démarrer au plus tard à 21h l'usine, ce qui est l'année, Inch'Allah, afin qu'on commence à monter, à redémarrer toutes les installations. Il faut dire ici que la distribution se rétablira progressivement dans la nuit du mardi à mercredi, et notamment dans les zones basses. Dès que cette fuite a eu lieu à la sortie de notre usine, nous avons très rapidement procédé à l'isolement des conduites, c'est comme ça qu'on le dit dans notre jargon. Les manœuvres pour remettre l'usine se feront en début de soirée et nous pensons donc démarrer au plus tard à 21h l'usine, ce qui est l'année, Inch'Allah, afin qu'on commence à monter, à redémarrer toutes les installations. Il faut dire ici que la distribution se rétablira progressivement dans la nuit du mardi à mercredi, et notamment dans les zones basses. Voilà, c'est le directeur général de la Société des eaux. C'est vrai qu'on est loin du barrage de Akosombo là, qui fait un peu le boulot difficilement. Alors, ce genre de situation, alors, Jean-Paul, comment vous les appréhendez-vous? Non, c'est une situation très difficile que j'ai vécue, puisque je suis là depuis quelques jours. Et effectivement, voir comment la population, avec système D, a pu s'approvisionner en eau, c'est quelque chose qui est effectivement
sur la vie sociale et ce n'est pas ça évident. ça peut être des erreurs, ça, qui peuvent conduire, par exemple, à la chute d'un régime. Oui, effectivement, puisque ça peut provoquer un soulèvement social, mais à la décharge quand même de la SDE et puis du gouvernement, il faut dire que c'est une panne technique, peut-être qui aurait pu être évitée en amont, peut-être s'il y avait eu davantage d'investissements dans le secteur, mais c'est quand même une panne technique et qui est à l'origine finalement de cette pénurie. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la réaction de la classe politique. Ça démontre quand même une certaine tension dans le pays. J'ai lu, par exemple, un responsable du PDS parlait de crime, que les Sénégalais ont été privés de façon délibérée d'eau et que ça constituait un crime. Certains autres ont parlé de l'incapacité ou de l'incompétence finalement du gouvernement actuel. Ça démontre quand même à quel point, à partir finalement de quelque chose qui n'est pas en soi banal, mais qui reste quand même une panne technique, on peut avoir de la récupération politique. Mais ces quelques jours passés, surtout que le directeur de la SDE avait annoncé plusieurs fois qu'on allait vers une reprise normale, mais les engagements n'étaient pas tenus, a quand même eu... Mais c'est quand même une panne technique. Hein? Ça reste une panne technique. Voilà, Pierre Ahmed-Ba, la panne technique. Non, vous n'êtes pas concerné par le manque d'eau. Apparemment. Hein? Comment ça, je ne suis pas concerné? Non, tout le monde est concerné, mais ce qu'on peut dire sur cette affaire-là, c'est que c'est un accident d'abord. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on veuille, parce qu'il y a un accident, dire que ce gouvernement est incapable, tout ça. Si on veut juger ce gouvernement, on juge ce gouvernement sur les faits, les actes qu'il pose. On ne peut pas les juger sur un accident qui arrive comme ça. Maintenant, on peut parler de la gestion des conséquences de cet accident-là, à savoir, nous avons été privés d'eau pendant une semaine. On aurait pu mobiliser des camions-citernes, aller chercher de l'eau, aider les populations à disposer d'eau. Il y a toute une logistique qui aurait pu être mise en place, ce qui n'a pas été fait. Donc je pense qu'on peut débattre de ces questions-là, mais on ne peut pas dire parce qu'il y a un tuyau qui a éclaté, ce gouvernement est incapable. Non, si on veut être sérieux, il faudrait parler de faits, d'actes qui ont été posés par le gouvernement et tirer des conclusions par rapport à ces choses-là. Il ne faut pas aussi essayer de récupérer tout ce qui se passe ou alors prendre ses désirs pour la réalité. Non, il y a eu un accident, ça a été peut-être mal géré, mais c'est un accident à la fin de la journée et je pense qu'on peut essayer de comprendre ça. Je pense que beaucoup de Sénégalais ont pu comprendre ça, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de débordement tant que ça. Donc, je veux dire... Il n'y a pas de débat à ce niveau. Alors, nous allons passer à un second sujet. On a quand même débattu assez. Je reste avec vous, Pierre Ahmed-Ba. Alors, le Mali a un nouveau président, un président qui arrive quand même à un moment pas du tout facile. Il faut gérer beaucoup de problèmes, notamment au plan du territoire. À votre avis, quelles seront peut-être les priorités pour IBK? À quel niveau se situent ces priorités? La première priorité, c'est d'abord il faut refonder l'armée, parce que l'armée sert à gérer les questions de souveraineté, parce qu'un État n'est pas souverain tant qu'il ne peut pas assurer sa présence et la sécurité de ses citoyens sur l'ensemble du territoire. Et je pense que ça a été le problème fondamental au Mali depuis la fin des années 90, où ils ont pu quand même juguler un peu la question Touareg. Depuis le début des années 2000, ils avaient un militaire pourtant comme chef d'État, ATT, qui a foutu en l'air l'armée. Ils avaient un instituteur, un professeur, foutu en l'air l'armée. Mais oui, qui a foutu en l'air l'armée. Un général qui fout en l'air l'armée. Mais c'est quoi une armée qui n'a pas d'armes? Qui n'a pas qui n'a pas de munitions. C'est quoi une armée qui se fait laminer par une poignée infime et de rebelles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la première chose, c'est assurer la souveraineté de l'État. Ça, c'est une première. La deuxième chose, c'est le désarmement de la rébellion et la réconciliation nationale. Je pense que ça, c'est une autre priorité. Une toute autre priorité, c'est l'éducation, parce que le niveau a drastiquement baissé, le niveau de l'éducation au Mali a drastiquement baissé ces 10 dernières années. Donc il faudrait peut-être mettre l'accent là-dessus. Et puis un dernier point, c'est au niveau de la politique économique du Mali. Il faudrait essayer pour qui connaît bien le Mali, il faudrait peut-être essayer de désenclaver un peu l'économie malienne qui dispose déjà pas de port, donc qui est obligée soit de se rabattre sur le port de Tema au Ghana ou sur le port autonome de Dakar. Et puis je pense que ça a été quand même une erreur aussi bien du niveau sénégalais
du Mali d'avoir zappé comme ça, excusez-moi du terme, Macky Sall dans les remerciements, parce que nous avons quand même, nous avons tout de même envoyé nos valeureux soldats au Mali. Nous avons nos djambars, nous les avons envoyés là-bas. Nous avons participé à l'effort de guerre au Mali. Je pense que la moindre des reconnaissances, la moindre de diplomatie voudrait quand même que nous soyons remerciés pour cela. Il l'a pas fait pour des raisons, je veux dire, parce que le Sénégal aurait ou pas, je sais pas moi, aurait soutenu son adversaire, mais chacun a ses accointances idéologiques. Donc je vois mal un libéral soutenir un socialiste, ou etc. Et pourtant, c'est un libéral qui a pris la parole au nom des chefs d'État africains. Oui, exactement. Et cela présage, je pense, de relations assez tendues dans les mois à venir, voire dans l'année à venir entre le Sénégal et le Mali. Et c'est pas bon. Ce n'est ni bon pour nous, ni bon pour le Mali, dans la mesure où nous devons tous unir nos forces pour lutter contre le terrorisme qui s'installe, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et si nous commençons justement par des questions comme ça, je pense que c'est pas bon. Oui, alors Jean-Paul Agbo, sur la question du Mali aujourd'hui, vous avez eu quand même l'information, le président Macky Sall snobé par IBK. Vous avez pris cette information avec beaucoup de pincettes ou bien... Oui, avec beaucoup de pincettes, puisque, comme ça a été dit, je crois que c'est toute la sous-région qui s'est mobilisée, au-delà des différences idéologiques. Libéral, socialiste, IBK socialiste, Soumaïla Sissi libéral. Tout à fait, Alassane Ouattara libéral, Fakonde socialiste. Au-delà de ces différences idéologiques, je crois que c'est toute la sous-région qui s'est mobilisée en faveur du Mali pour envoyer des contingents. On a parlé du Sénégal, mais le Togo aussi a envoyé des contingents. Donc je ne crois pas, enfin, je ne sais pas si l'information est vraiment vérifiée, mais je considère que le fait que le président Macky Sall ait pu soutenir le candidat malheureux à la présidentielle fait partie de normalité, puisque beaucoup de chefs d'État africains, quand des élections ont lieu dans les pays, il y a des affinités, Absolument. Il y a des... On a vu avec Ouattara. Tout à fait, voilà. Qui se développe. Mais après, une fois que l'élection est passée, on passe à autre chose. Et puis, puisque on devient président, on assume ce rôle et il y a des relations de bon voisinage ou des relations bilatérales à entretenir au-delà de ce qu'on a pu avoir comme impression personnelle. Mais je crois que le président IBK aura, comme ça a été dit, comme principal défi, le défi sécuritaire, c'est recouvrer et maintenir l'intégrité territoriale. Ça passe par effectivement la refonte de l'armée, qui n'en est pas une, à cause, entre autres, de ATT, qui a fait finalement de ce pays un consensus, une démocratie sclérosante. Donc le deuxième défi, je pense que ce sera la réconciliation, qui passe aussi par la résolution de la question Touareg. Je crois que c'est un bon signal que d'avoir mis aux affaires étrangères un des anciens chefs rebelles Touareg. Le troisième défi sera l'économie. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le portefeuille de la réconciliation et le portefeuille de développement économique ont été associés ensemble. Voilà les trois défis qui attendent le président nouvellement élu, qui a prêté serment dans un Mali quand même très divisé, avec de graves problèmes économiques et de graves problèmes sociaux. Des élections législatives sont annoncées pour novembre. Absolument. Il aura besoin d'une majorité forte. Oui, mais j'espère qu'il y aura quand même un minimum de consensus autour de la classe politique malienne pour permettre au pays d'avancer, parce que ce pays a beaucoup souffert. C'est une bonne chose d'avoir conscience de tout ce qu'on a à faire quand on a été élu président. Mais ce qui pourrait poser problème, c'est d'élever par exemple un capitaine au rang de général. Ça, moi, vous interpeller sur la question. Alors, quand même, ça va être une épine dans le pied de la chaussure. Une grosse ou une petite épine? Une grosse. Non, ça fait partie des défis auxquels il doit faire face, et on verra combien il gère ce problème Sanogo, qui restera un vrai problème pour lui. Mais il faudra résoudre ce problème, parce que Sanogo et les militaires qui l'entourent vont
peser véritablement dans le futur du Mali. Surtout qu'il est général maintenant, par la force des choses, ou bien par la, force du deal. L'armée dans tous les pays africains est un facteur important dont il faut tenir compte. Alors Pierre Ahmed Ba, sur par exemple un capitaine qui passe général, premier acte posé par Ibeka, alors est-ce que l'homme vous donne des gages quand même Non, en fait... On voit très bien les orientations de Ibeka, hein, donc avec la composition de son gouvernement, il a mis un banquier Premier ministre. D'ailleurs, finalement, c'est à la mode. Il a mis un banquier comme Premier ministre, il a mis un rebelle, un ancien chef rebelle comme ministre des Affaires étrangères, et surtout, il a mis au ministère de la Défense Maïga, qui était ministère de la Défense en 90, pendant que la rébellion Touareg était au firmament. Donc je pense qu'il y a cette volonté d'affirmer cette question de souveraineté. Maintenant, sur la question du capitaine Sanogo, je pense que c'est la communauté internationale qui n'a pas joué franc jeu. Ah bon? Dans la mesure où je pense que cette affaire du Mali n'est pas encore terminée. Quand j'ai entendu ça, j'ai un peu tiqué parce que je me suis dit, attention, qu'est-ce qui s'est passé avec Sekouba Konaté en Guinée? On l'a pas laissé dans le pays parce qu'on voulait stabiliser le pays. On l'a amené ailleurs. Alors pourquoi on laisse Sanogo au Mali? C'est une question. Est-ce que vous avez peut-être la réponse à cette question? Non, mais la question, vous avez une idée? Mais oui, c'est pas fini. Ah bon? C'est pas fini, c'est loin d'être fini le Mali. Ça veut dire que le Mali est toujours sur une poudrière? Le Mali est toujours sur une poudrière et tout dépendra maintenant des orientations que va prendre Ibeka. Et c'est dans cette mesure-là que je disais tout à l'heure que c'était pas bon pour lui de toiser le Sénégal comme ça, dans la mesure où on pourrait être ses principaux alliés, notamment par l'expérience de notre armée, par l'expérience de la gestion des questions sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 000 hommes qui sont formés au Mali et la formation n'intègre même pas l'antiterrorisme. Ils sont formés aux techniques rudimentaires de l'armée. C'est des formations de 3 semaines, voire 1 mois. Je veux dire, on ne forme pas un militaire comme ça. On ne refonde pas une armée en si peu de temps. Et il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Alors, Jean-Paul Agbo, est-ce que Ibeka aura quand même des coups de franche pour pouvoir mener à bien sa politique? Je crois que l'état du Mali va créer nécessairement, en tout cas dans les premières années, les premiers mois, les premières années de son mandat, quand même un consensus minimum pour lui permettre d'évoluer. Mais si rapidement il s'avère que ces premiers pas ne sont pas conformes aux attentes des Maliens, attentes qui sont quand même immenses, il va avoir rapidement à faire face à une fronde politique et sociale. Tout dépendra aussi de la majorité, s'il arrive à avoir une majorité au mois de novembre, s'il est assez large pour pouvoir mener sa politique. Mais fondamentalement, ce dont le Mali a besoin, c'est d'un consensus minimum et d'une stabilité au niveau politique pour pouvoir, comme on l'a dit, recouvrer l'intégralité de son territoire et régler définitivement la question Touareg. Donc c'est pas une chose aisée? Non, il va avoir 1 voire 2 mandats très très difficiles. Alors nous abordons un point quand même. On sait qu'en Afrique et dans beaucoup de pays, on s'achemine vers des législatives. Au Sénégal, on va dire en Guinée-Conakry, j'ai voulu dire en Guinée-Sékou Touré, excusez-moi, en Guinée-Conakry, au Togo. Alors Pierre Agbo, cette atmosphère-là de changer de gouvernement presque au même moment, de tenir des élections presque au même moment, est-ce qu'il n'y a pas matière à débat? Non, ça fait partie de la vie institutionnelle dans tous les pays. Ce fait que, par coïncidence, beaucoup d'élections ont lieu presque au même moment. Vous pensez à une simple coïncidence? Oui, puisque que ce soit le mandat présidentiel ou le mandat parlementaire se renouvelle en gros tous les 5 ans dans la plupart des pays de la sous-région et par coïncidence, il y a des élections lieu que c'est rarement des élections anticipées ou des élections tardives comme c'est le cas en Guinée, puisque ça fait plusieurs années que ces élections devaient se tenir, mais à cause de l'instabilité politique, à cause du désaccord politique qui entoure finalement l'organisation de ces élections, notamment le fichier électoral qui pose véritablement problème en Guinée. Mais moi, j'ai l'impression en Guinée que c'est le 3e tour de l'élection présidentielle qui continue à se jouer dans ce pays et que ce soit le président en exercice ou son challenger malheureux, ils n'ont pas soldé totalement les comptes de la dernière présidentielle et
on est dans une espèce de remake du deuxième tour de la présidentielle. Mais c'est pas le cas au Togo quand même. Non, c'est pas le cas au Togo puisque les élections législatives se sont bien déroulées suite à un accord entre l'opposition et la majorité, accord conclu grâce à l'ambassadeur des États-Unis et puis à Monseigneur Bariga qui est le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Donc les élections se sont déroulées sans violence et ont été saluées par les observateurs comme étant transparentes et crédibles. C'est un exploit apparemment. Oui, ça fait, vous savez, l'histoire du Togo a été parsemée par le passé par d'élections violentes. Donc ça fait la troisième élection que nous organisons dans le calme et sans violence. Il y a eu 2007, il y a eu 2010, maintenant 2013 qui vient confirmer finalement tout ce qui a été fait pendant cette période. C'est à mettre au crédit finalement de toute la classe politique et aussi de la population qui ont compris tous que l'intérêt du Togo, c'est d'aller vers des élections apaisées, acceptées par tous, puisque un pays qui vit de façon régulière des tourments, des soubresauts, ne peut pas s'attacher à l'essentiel qui est finalement la question de développement. Donc oui, c'est une bonne chose que le pays ait pu organiser ces élections. Et aujourd'hui, on a un Parlement qui est installé, un nouveau gouvernement qui a été nommé cette semaine et qui va s'atteler à l'essentiel, aux défis économiques, aux défis de développement. Mais apparemment, Pierre Ahmed, c'est vrai, en Guinée, on peut quand même émettre des réserves par rapport à justement ce processus des législatives. Au Sénégal aussi, on parle de report. Ça a été dit de quelques mois seulement à cause de l'acte 3 de la décentralisation. Mais certains pays quand même connaissent une certaine évolution au plan démocratique, tel le Togo, comme l'a indiqué tantôt Jean-Paul Agbo. L'Afrique, est-ce que l'Afrique fait véritablement face aux défis démocratiques? Mais vous savez, c'est la démocratie elle-même qui est remise en cause aujourd'hui. Parce que c'est quoi le principe fondamental de la démocratie? C'est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple. Et aujourd'hui, la nouvelle tendance théorique et pratique d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, après 500 années d'histoire, on s'est rendu compte que la démocratie qui se voulait celle du peuple, qui se voulait le pouvoir du peuple, est aujourd'hui devenue autre chose. Et maintenant, on parle de démocratie participative. Si la démocratie fonctionne telle qu'elle devrait fonctionner, on n'aurait pas besoin de démocratie participative parce que dans son essence même, la démocratie est participation. Et cela veut dire que même en Occident, la démocratie a échoué. Et si la démocratie, après tout ce temps, a échoué en Occident, pourquoi on voudrait nous imposer cette démocratie-là? Je pense que nous n'avons pas assez pensé. Nous n'avons pas inventé de nouvelles solutions de gouvernance. Nous n'avons pas jeté un pont entre ce qui a été notre histoire d'avant l'arrivée, d'avant la colonisation et ce qui a commencé à être notre histoire après la parenthèse de la période coloniale. Je pense que nous n'avons pas beaucoup réfléchi sur des manières de gouverner nos pays, de gouverner nos peuples. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est du saupoudrage. On donne une vitrine démocratique, mais ce qui se passe derrière, c'est pas de la démocratie. C'est quoi? Mais c'est de l'anarchie, c'est de la dictature déguisée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il vient du Togo, mais regardez ce qui se passe au Togo. Vous prenez la Guinée-Conakry. Aux dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé combien de temps entre le premier et le deuxième tour? Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en Guinée? Et aujourd'hui, on s'attend à ce que ce pays-là évolue de manière tranquille. Vous vous rendez compte de ce que fait le président guinéen? Il participe à des marches. Le chef de l'État en Guinée-Conakry. C'est peut-être une logique démocratique en Guinée. Vous avez parlé de la Guinée. Qu'est-ce qui se passe du Togo? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais il se passe tout plein de choses au Togo. Vous devez le savoir plus que moi, dans la mesure où vous êtes togolais. Alors, pourquoi vous voulez que j'en parle? Non, mais c'est toujours une bonne chose parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'écoute Jean-Paul, je vous écoute, j'ai l'impression de ne pas me retrouver. Non, mais prenez le cas du colonel Félix, comment il s'appelle encore? Félix Cabot. J'ai du mal à prononcer
à prononcer les noms. Et ce scandale est quand même ahurissant. Un colonel qui crée une mutuelle virtuelle, qui prend l'argent des militaires et qui se barre le lendemain. Je veux dire, prenez le cas des opposants qui ont été arrêtés, prenez le cas de l'opposition dans ce qu'on appelle Unis pour le Togo. Comment s'appelle encore ces trucs-là, le collectif Sauvons le Togo. Oui, voilà. Donc le collectif Sauvons le Togo. Oui, oui, donc, oui. Le Togo voilà, collectif Sauvons le Togo. C'est pas ce que vous avez dit tantôt, Jean-Paul. Oui, oui, oui. Donc, je veux dire, il y a eu des élections et tout le monde avait peur sur le Togo. Il y a eu des élections qui se sont passées de manière très calme. Fournia Singbe est pris entre le fer et entre le marteau et l'enclume, parce que il vient dans un système fort huilé qui n'a pas mis en place le système de son papa, avec des barons, avec des gens qui étaient là, qui tiennent les rênes du pouvoir et tout. Il vient, il est novice et on l'oriente d'une certaine manière. Il a peut-être envie de changer les choses, mais en fait, il y a une vraie poudrière au Togo. Et ça, il faut pas se voiler la face. Il faut faire très attention. Donc, je veux dire, il a annoncé, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, qu'il allait partir en 2015. Bon, maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure, notamment sur le colonel. J'ai pas cette information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, y compris sur le net, par rapport à un certain nombre d'événements, mais il n'y a pas de colonel togolais qui se soit exilé ou qui se soit parti avec non, il est pas exilé, il est devenu le commandant des forces armées, quelque chose comme ça. Il n'est pas parti. Donc c'est peut-être une information qui a circulé sur le net, mais il n'y a pas de mutuelle destinée aux forces armées qui n'a pas été comment sur l'emprisonnement de l'opposition. Je crois que et les tortures. Il y a beaucoup de phénomènes, de choses qui se sont passées effectivement au Togo il y a plusieurs années, mais c'est aussi ça un peu la faiblesse du gouvernement, c'est au niveau finalement de l'image à l'extérieur qu'on a du Togo. Beaucoup sont restés sur le Togo avec l'image des années 90, des années 2000. Exactement. Donc, alors que beaucoup de choses ont évolué dans le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de prisonniers politiques aujourd'hui au Togo. L'affaire dont il parle, c'est une affaire d'incendie criminel qui ont ravagé les marchés du Togo. Donc là, on n'est plus on est plutôt dans le pénal, on n'est plus en politique. Et effectivement, il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont été interpellés dans le cadre de l'affaire des incendies, parce que ce dont il faut se rappeler, c'est que on parlait tout à l'heure du collectif Sauvons le Togo, c'est un regroupement de partis politiques et d'associations qui voulaient entre autres le renversement du pouvoir par la rue et qui avait annoncé une opération qui s'appelait les derniers tours de Jéricho. Donc c'est une opération qui devait s'étaler sur 3 jours. Et si vous vous référez à la Bible, en fait, l'opération, enfin le tour de Jéricho, en fait, c'est la prise de la ville de Jéricho par les Israélites. Et le dernier jour de la prise de la ville s'est embrasée, la ville a été incendiée. Donc le collectif Sauvons le Togo lance une opération qui s'appelle le dernier tour de Jéricho. Et c'est une opération qui a duré 3 jours. Au 3e jour, les marchés commencent à brûler au Togo. Donc il y a au minimum un questionnement qu'il faut avoir par rapport à l'objectif de cette opération. Il y a des indices. Maintenant, on va laisser la justice décider ou en tout cas juger les faits. Mais pour l'instant, effectivement, les grands responsables politiques de l'opposition ont été libérés. Certains sont sous contrôle judiciaire, mais ils sont pas emprisonnés. Je ne partage pas non plus l'idée de la poudrière dont on parle, parce que beaucoup de choses ont évolué dans le pays à travers notamment, on parlait tout à l'heure de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, dirigée par Monseigneur Bariga. Il y a eu l'accord politique global qui a réuni tous les acteurs, et puis récemment l'accord dont je parle. Donc il y a une nette évolution sur le plan politique. Là on a eu un parlement quand même multicolore, avec globalement
4 grandes formations qui figurent. Le débat aura lieu au Parlement, ce qui n'était pas le cas dans les années passées, puisque l'Assemblée était monocolore. Donc, il y a une évolution. Pour moi, c'est un processus. On ne peut pas dire que c'est un état permanent, finalement, la démocratie. Même ici, il y a parfois des soubresauts. J'ai vécu la dernière élection présidentielle où on a tous eu peur que le Sénégal, qui est pour nous un modèle, ne bascule. Et il y a eu l'exemple du Ghana. Donc, c'est un processus qui peut basculer à tout moment, effectivement. C'est-à-dire, comme on dit, vaut mieux marcher à petits pas sur le chemin qu'à grands pas hors du chemin. Je crois qu'aujourd'hui, le Togo marche peut-être à petits pas, mais sur le bon chemin. Mais beaucoup ont toujours cette image du Togo, dictature militaire avec des barons, tout ça. Et puis, pour la petite histoire, aujourd'hui, quand vous prenez le Parlement togolais, il n'y a qu'un ministre de l'ancien régime, enfin et Adema Père qui est député. Vous prenez l'actuel gouvernement composé de 25 membres, vous avez un seul ministre qui était ministre déjà à l'époque. Donc il y a eu une évolution, mais qui reste à confirmer, qui reste à consolider. Il faut qu'il reste à parfaire. Alors la perfection, justement, est-ce qu'on pourra l'atteindre dans certains pays qui ont quand même connu la dictature, ou des pays qui ont, par exemple, où on a vu les pères, les fils remplacer leurs pères? Au Sénégal, je crois qu'on a un peu soulevé ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi exactement? Non, c'est-à-dire cette perfection. Est-ce qu'on peut en arriver à ça, cette perfection au plan de la démocratie? Non, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est la démocratie qu'il faut poser en question. C'est la démocratie qui est en question, en réalité. Est-ce qu'on peut atteindre la perfection? Non, on ne peut que tendre vers la perfection, sinon on serait dans un monde parfait, on serait dans un monde idéal. On sait que des élections, c'est des élections, il y a des primaires et entre autres. Ouh là là, faites attention. Faites beaucoup attention. Vous avez oublié l'élection de George Bush. De George Bush contre Al Gore et tout. Oui, juste. Ce qui veut dire que tout est sur un fil de rasoir, toujours. Oui, parce que c'est la convoitise et l'apanage de l'être humain. Donc je veux dire, un jour ou l'autre, ça peut basculer, même dans les pays où on s'y attend le moins. La perfection, on peut que tendre vers la perfection, on peut que, mais je pense qu'à la base il y a tout de même une certaine volonté. Et, il faut avoir la volonté des peuples et des dirigeants. Il faut qu'on s'accorde sur un consensus minimal. Il faut qu'on soit d'accord sur les règles du jeu et que tout le monde respecte les règles du jeu. Et malheureusement, si je prends l'exemple du Sénégal, qui est notre pays, les gens ne s'accordent pas, ils s'accordent sur rien. Ils s'accordent sur rien. Ces gens-là, on fixe les règles du jeu, mais ils participent. Ils participent à la définition des règles du jeu, et à la fin, ils vont être les premiers à saboter les règles du jeu. Et je pense que c'est une question morale, individuelle, mais quand même, personnelle. au Sénégal, le peuple a le pouvoir de décision. On l'a vu, par exemple, quand il a fallu changer la Constitution par rapport aux 25% pour être président de la République. Oui, toujours est-il qu'on avait un système ou un chef de l'État assez intelligent et assez intelligent, parce je pense que c'est de l'intelligence de pouvoir dire, là, si je fonce, je vais embraser le pays, et accepter de faire demi-tour, de reculer. Je pense qu'il l'a fait sur cette question-là, il l'a fait sur la question des marchands ambulants, il l'a fait pas mal de fois, et je pense que on acquiert ça avec l'âge. On acquiert ça avec l'âge. On a parlé de reculage. Oui, mais pourquoi? Pour l'intérêt du Sénégal. Je pense que c'est important. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend nos hommes d'État, c'est à ce niveau-là qu'on attend nos hommes politiques. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, la démocratie, c'est une affaire du peuple. Ils ne sont pas investis d'une mission divine, ils n'ont pas la baguette magique, donc ils nous gouvernent. Mais je pense que nous devrons peut-être faire comme la Suisse, où il y a ce qu'on appelle les systèmes de votation. On pose 2 fois dans l'année toutes les grandes questions et tout le monde vote. On est d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur ça. Peut-être qu'il faut évoluer vers ça, mais c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir, et pour l'instant, on n'y réfléchit pas. Mais de plus en plus, les systèmes dictatoriaux reculent quand même en Afrique. Ça aussi, c'est une autre réalité. Mais comment ils reculent? C'est ça le problème. Prenez le cas de l'Égypte. Est-ce que les Égyptiens n'étaient pas mieux pendant que Moubarak était là? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le pays est parti en lambeaux. Prenez de la Libye, regardez comment on a appelé ça, le printemps arabe. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, il vaut mieux des changements dans une dynamique interne plutôt que dans une dynamique externe. Parce que c'est ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Je pense que le printemps arabe a sauvé la Syrie.
Le printemps arabe a sauvé la Syrie. Oui, parce que les gens ne se sont pas rendus compte de tout ce qu'ils avaient fait de très mauvais. Les puissances occidentales. Il y a un problème de fond, là. Oui, il y a un problème de fond au niveau de la Syrie. Et c'est très marrant quand même de voir la communauté internationale dire nous allons armer des rebelles quand ça nous arrange. On va désarmer des rebelles quand ça ne nous arrange pas. Je veux dire, il y a un jeu qui se passe et il faudrait qu'on joue notre partition, mais il ne faut pas qu'on la joue avec un chef d'orchestre qui n'est pas le nôtre. D'accord. Alors, un dernier mot, Pierre Ahmed Ba. Je vais peut-être vous interpeller sur un fait, la traque des biens mal acquis. Alors, vous avez peut-être des informations de M. Cheikh Diallo, qui est un ami à vous, ça je le sais. Oui, M. Cheikh Diallo est un ami à moi. Je vais lui rendre visite tous les mercredis à Rebus. Et puis, on discute. Il va très bien. Il prend la chose avec beaucoup de philosophie. Et je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à ça. Le dossier est en train d'être géré. On va attendre la fin de l'instruction et pour voir ce qu'il en est. Mais ce que je trouve quand même assez, comme je disais tout à l'heure, on est entre l'original et le ridicule, c'est qu'on lui reproche d'avoir une prise de participation au capital social de 3 millions sur une SA au capital de 10 millions, comme s'il n'avait pas travaillé les 10 dernières années comme conseiller spécial au niveau de l'ANOCI. Je pense qu'en réalité, il y a anguille sous roche et que, étant, comment on appelle, directeur de groupe de presse, je pense que s'il avait été si on l'avait laissé dehors, je pense qu'il aurait abordé la question d'une autre manière qui aurait pu un peu embêter quand même les dirigeants. Vous y voyez un musellement là. Mais c'est jamais bon de mettre un journaliste en prison. C'est jamais bon de mettre un journaliste en prison. C'est pas bon. C'est pas mature. Je trouve que c'est une réaction immature et je trouve que c'est dommage. Et si M. Cheikh Diallo nous regarde, je lui souhaite un très bon courage et je lui donne rendez-vous très tôt sur les plateaux de la liberté. Il nous reste juste quelques 2 minutes. Alors, Jean-Paul Agbo Ahouelete, est-ce que vous pouvez nous dire exactement le Togo? Est-ce qu'on peut y aller tranquillement? On ne peut pas être inquiété par la poudrière. Non, tout à fait. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Togo continue à véhiculer dans certains milieux, dans certains pays, cette image négative des années 90. Effectivement, des années de plomb, il faut aussi être honnête, le reconnaître, mais le Togo a changé depuis maintenant quelques années et il suffit de venir dans le pays pour s'en convaincre et il suffit aussi de voir l'évolution politique. Le port explose apparemment, c'est ton oui, le port qui est le poumon économique du pays, le seul port en eau profonde dans la sous-région qui est en train d'être étendu avec de lourds investissements, plusieurs dizaines de milliards. Il y a aussi l'aéroport qui est en train d'être étendu également avec aussi de lourds investissements avec la compagnie Askai qui a installé son hub finalement au Togo. Donc, le Togo bouge effectivement comme beaucoup de pays dans la sous-région, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours des tensions politiques, il y a toujours des remous politiques, mais il appartient aux acteurs politiques de faire en sorte qu'il y ait on a parlé d'un consensus minimal, qu'il y ait un consensus minimal qui permette au pays d'avancer, parce qu'on avait perdu beaucoup de temps auparavant. Alors, Jean-Paul Agbo Ahouelete, merci. Je rappelle que vous êtes du mensuel Focus Info et du site focusinfo.net. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et bien des choses à Nécho ou à Néro. Alors, Pierre Ahmed Ba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur S anthropologie. Vous êtes également, vous avez été directeur de publication d'un mensuel quand même, mais ça, il faut le dire, peut-être les gens ne le savent pas. Alors, Pierre Ahmed Ba, merci d'avoir... C'est un confrère, oui. Alors, qui a été quand même, à un moment, qui signait quand même des chroniques au journal Le Pays au quotidien. Moi, le Sénégalais, c'est lui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse.